cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief de l'étape de Ruhpolding. On va revenir sur cette 5e étape qui a eu lieu donc en Bavière. Il y avait des individuels, des relais dames et hommes et des mass start. Une étape riche en émotions. Et pour venir sur tout ça, je suis toujours bien accompagné avec Mila, Cassandre et Aurélie. Salut toutes les trois. Salut. Bon, je disais riche en émotions cette étape. Ouais, il y a un sacré programme. Plein de courses à rebondissement et électriques, c'était très sympa à voir. Et Aurélie, des l'émotion, annonces. elle vient peut-être pas des courses, mais peut-être d'une annonce. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais ce que je retiendrai de ce week-end en tout cas. Et justement, on va en parler de cette annonce de Johannes Beu, qui a donc décidé d'arrêter dès la fin de cette saison. Grosse surprise, gros choc. Samedi avant le relais féminin. On parlera évidemment aussi des courses, des Françaises, de Lou Jean Monod qui a perdu finalement des points sur Franziska Preuss. Du premier podium de Jeanne Richard, enfin elle le tient ce podium, elle n'était pas passée loin en Grand Bornand, elle l'a. On parlera donc aussi de nos performances, contre-performances chez les dames, des hommes, de ce premier podium aussi pour Emilia Claude, des grandes premières d'ailleurs sur cette étape du Ruhpolding, notamment aussi au niveau des victoires avec Sorum et Giacomel. On parlera aussi des performances, contre-performances, de cette lutte au général aussi avec Johannes Beu et Sturlom Lagrid. L'écart est très serré désormais. On en est à la mi-saison. On fera ensuite un point avec l'IBI Cup. Vous aurez aussi une réaction de Voldia Galmas-Paulin qui reviendra sur son super début d'année. Elle se projette aussi sur les championnats d'Europe, un objectif, mais pas que. Et aussi, on fera un point sur les différents programmes à venir avec, évidemment, d'ici quelques jours, l'étape d'Antols. Bien, Cassandre, Aurélie, Mila, vous êtes prêtes ? Prête ? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Alors, pour commencer, avant de parler de Johannes Beu, je vais vous demander quelle a été votre course de cette étape de Ruhpolding. Mila, quelle est ta course ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à décider entre la mass start femme et le relais femme. Deux scénarios très différents. Le relais femme avec une super remontada parce que c'était quand même très mal parti. Et puis la mass start de cet après-midi, quand même le premier podium de Jeanne. Même si Julia et Justine font une course, on va dire, un peu à oublier, ça c'est resté quand même une très belle course. Donc c'est un peu les deux qui m'ont le plus marqué. Aurélie ? Moi, c'est le relais féminin qui m'a le plus marqué pour son scénario, tout simplement parce que c'est du biathlon, c'est un peu fou. Je crois que on donnait Paula donnait le relais en 20e place, non ? Et puis finalement, on monte à une 3e place. On revient de loin, donc c'est voilà. Pour moi, c'est une course qui m'a le plus excitée, on va dire. Toi, Cassandre, c'est la dernière course du week-end. Ouais, c'est la mass start de femmes, un peu pour les mêmes raisons que Milan. Puis même, je trouve qu'il y avait aussi beaucoup de dramaturgie là-dedans avec Lou Jean Monod qui est en passe au dernier tir de reprendre des points sur Franziska Preuss qui est finalement en paire. Et puis le retour un peu de Dorothée Avireur au premier plan, le podium enfin, la 3e place de Jeanne dont on reparlera bien sûr. Donc c'est ce que j'ai préféré. Moi, je vais dire le relais homme. Le relais homme avec ce super T'es relais. trop chauvin. Trop chauvin. Tu viens de terminer sur la 3e place de Jeanne Richard. Ok. Et non, Maintenant, le relais homme, on est habitué, quoi. C'est vrai que c'est la base. C'est la base, ça, c'est norvégien, mais justement, j'ai aimé le fait de faire la passe de 3 sur une performance vraiment de haut niveau pour les 4 relayeurs, avec en plus Emilia Claude qui débarque sur ce relais, qui fait un super travail. Et 3 relais, 3 courses, j'ai vraiment adoré.
je les donnais peut-être pas forcément grand gagnant avant ce départ, et ben finalement, ils l'ont été. Et donc, non, j'ai vraiment été marqué par ce relais masculin des Français. Bien, alors avant de passer aux performances du week-end et sur toutes les courses, on va revenir, donc, comme je le disais, sur cette annonce, l'annonce choc, l'annonce surprise. Samedi, midi environ, Johannes Beu annonce qu'il va finalement arrêter sa carrière à l'issue de cette saison. À la base, Johannes Beu devait mettre un terme à sa carrière après les Jeux de Milan-Cortina, hein, l'année prochaine. Mais finalement, c'en est trop pour Johannes Beu, trop de sacrifices familiaux qui tombent sur les épaules. C'est trop de sacrifices d'aller sur les Coupes du Monde sans sa famille, sans voir les siens, ses enfants. Et finalement, ça ne vaut pas des médailles, des titres. Et finalement, Johannes Beu décide d'arrêter sa carrière à l'issue de l'étape d'Holmenkollen d'ici quelques semaines. Annonce quand même surprise, hein, on ne s'attendait pas, Aurélie. C'était imprévu. On savait qu'il allait arrêter prochainement. On savait qu'il avait du mal à partir de chez lui. Mais de là à arrêter dès cette saison, sacrée annonce. Hein. Non, bah quand il a, enfin oui, non, je annonce choc. Pour le coup, autant je pensais que oui, effectivement, il allait arrêter après les JO, mais il semblait avoir fait un plan pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Je pense que lui-même, il y a encore quelques semaines, ne savait pas qu'il avait prévu d'arrêter cette saison. Visiblement, il s'est décidé pendant les vacances de Noël, un peu à la Chloé Chevalier. Mais en fait, non, moi je suis, oui, non, choquée, effectivement. Mais c'est vrai que quand ils annoncent une conférence de presse comme ça à l'arrache, ça sent pas bon, mais c'est pas Johannes que je voyais partir. Ouais, vers 11h, ils ont annoncé, la fédération norvégienne, qu'il y avait une conférence de presse organisée. Ouais. Aurélie, tu as eu un peu peur pour Taillé sur ce coup-là? J'ai eu méga peur pour Tarier, j'ai eu super peur. En même temps, je comprenais pas. Je dis parce que pourquoi il arrêterait maintenant, ça rime à rien. Parce qu'il a quand même des bons résultats là ces dernières étapes. Mais bon, après, on ne sait pas. Ça peut être enfin, il peut y avoir un problème à la maison ou quoi que ce soit. Enfin, il peut y avoir des événements extérieurs ou juste, enfin, extra sportifs, on va dire. Mais en fait, Johannes, c'est quand même un vieux renard. Juste avant la conférence de presse, il a quand même annoncé aussi lui-même qu'il prenait sa retraite. Donc c'est vrai qu'à midi moins 10, j'ai su, mais j'en revenais pas, hein, pour le coup. Ouais. Pareil, Mila aussi. Ouais, bah c'est sûr qu'on a été surpris. Après, je pense que on a été surpris, mais je pense que les biathlètes et ceux qui le côtoient ont dû l'être encore plus que nous. Mais c'est sûr que ça fait bizarre et bah, c'est pour ça que voilà, on va profiter de ces dernières courses tant qu'on peut encore le voir jusqu'à Oslo. Mais ouais, c'est bah ouais, j'ai rien d'autre à rajouter quoi. C'est vrai que c'est annonce choc quoi. Je trouve que c'est sympa de sa part de nous l'annoncer maintenant, comme ça on saura apprécier ses dernières courses Ouais. plutôt que de faire la dernière course à Oslo et puis de nous dire dans la foulée, bon bah voilà, c'était ma dernière course. Pour le Ça coup, je aurait trouve été que c'est horrible quand même. élégant. Ah ouais, affreux. C'est élégant de sa part pour ses fans de dire bon bah ouais, profitez de moi encore pendant 2 mois. Et puis voilà, donc voilà, on a le temps de se préparer à Holmenkollen. Et Cassandre, c'est surtout pas commun en fait de s'arrêter à un an avant les Jeux Olympiques. C'est ça aussi qui est déstabilisant finalement pour tout le monde. Bah, ça, c'est super surprenant, mais d'un autre côté, du coup, ça va être une vraie fête à Oslo parce qu'il y aura bah, que lui qui va prendre sa retraite en gros à ce moment-là, donc il pourra vraiment être bah, célébré, déjà qu'il aurait été célébré comme une légende entre guillemets, mais ce qui est bien, c'est qu'il fera de l'ombre à personne en partant là, parce que bon, il y aura relativement que lui qui va partir, sauf si il veut faire un tir groupé avec son frère, mais franchement, s'il peut éviter, ça nous va, parce que deux pour le prix d'un, ça va faire beaucoup. Ouais, parce qu'Aurélie, on sait que Taillé a pris sa décision, mais Ouais, il la garde pour lui. Je sais pas ouais. comment, c'est quoi ton ressenti pour toi? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, surtout parce que Tari avait aussi donné des indications comme quoi il continuait jusqu'au JO. Donc, bah bon, après, voilà, Johannes aussi. Mais c'est vrai qu'il a dit clairement que maintenant il s'était décidé, il savait quelle serait sa dernière course. C'était acté pour lui, mais que c'était pas le bon moment pour en parler. Peut-être qu'il veut pas faire d'ombre à son frère non plus, ou il veut peut-être pas être dans l'ombre de son frère non plus. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Mais je serais peut-être maintenant, peut-être pas surpris aussi qu'il arrête en même temps que Johannes, parce que, alors je veux pas, hein, je refuse qu'il arrête en mars. Je refuse.
Mais j'arrive à voir la beauté fraternelle de ça, d'arrêter en même temps. En plus, Johannes l'a quand même très bien dit qu'il était très reconnaissant d'avoir pu faire toute sa carrière finalement avec son grand frère. Euh, donc j'arrive à voir que ça pourrait être chouette pour les deux de finir en même temps. Mais non, Tarier, tu vas jusqu'aux Jeux Olympiques. Le message est entendu. En tout cas, c'est vrai que Johannes Beu a eu beaucoup d'hommages durant ces dernières heures, hein, forcément. Ce tour-là, Omlengrid a même pleuré. Aurélie, hein, on l'a vu, hein, Ouais, sur une interview pour NRK, je crois. Il a fondu en larmes. Et ah, ils sont plusieurs. Hein. malgré cette confrontation, on sait que maintenant, au général, il n'y a que 38 points d'avance pour Johannes Beu face à Sturla Omlengrid. C'est finalement le dernier gros objectif pour Johannes Beu. Alors, il y a évidemment les championnats du monde, mais Johannes Beu l'a dit, hein, il veut finir sa carrière en jaune. D'ailleurs, il finira au maximum avec 6 titres, 6 gros globes de cristal. Finalement, c'est ça aussi la conséquence. Il ne va pas égaler les 7 gros globes de cristal de Martin Fourcade, ce qu'on aurait pu imaginer finalement il y a quelques semaines. Ce ne sera pas le cas. Ça va être aussi intéressant, mais surtout, je trouve que ce qui va être intéressant, ça va être la saison prochaine. On va être sur une saison où il n'y aura pas de grands patrons, de grands leaders, ce qui n'est plus arrivé depuis des décennies Ouais. sur la Coupe du Monde masculine. Hein. Ça va être très déstabilisant. Puis en plus, ça va laisser même une place dans l'équipe de Norvège qui, entre guillemets, demande que ça pour les jeunes. Donc je pense que eux, pour le coup, ils sont presque contents qu'il y ait quelqu'un comme Johannes qui parte de l'équipe, qui avait sa place assurée dans l'équipe. Mais même, oui, au niveau de la compétition, ça va être vachement intéressant. Puis les JO, du coup, enfin, ça vaut vraiment beaucoup de place, je pense, pour les perspectives et pour les espoirs des coéquipiers, de tous les biathlètes sur le circuit. C'est un coup de tonnerre, ouais. Au niveau sportif aussi, je pense que ça va être super intéressant. Peut-être que ceux qui se disaient qu'ils voulaient peut-être tout miser sur les Jeux Olympiques l'année prochaine, finalement vont se dire ah bah il y a peut-être une porte qui s'ouvre finalement pour le gros globe de cristal en plus. Ouais. On va essayer de jouer sur les deux. Donc à voir et on verra si Tarieb continue. On sait qu'un Christiansen est mal embarqué aujourd'hui encore plus après cette mass start de Rupolding va aussi partir peut-être après 2026. Il va y avoir un sacré changement au sein de la Norvège. Johannes Bö, forcément, ça va énormément compter, en tant que relayeur notamment. On va voir, il y a du potentiel, certes, mais il y aura encore plus d'ouverture qu'on a déjà cette saison pour leurs adversaires. Ça va être aussi très intéressant ainsi de ce côté-là, et on va voir si d'autres athlètes vont réussir à se révéler, que ce soit étrangers ou même aussi norvégiens, après le départ de Johannes Bö cette saison et peut-être potentiellement de Tarieb Bö. Donc c'est vrai que c'était une annonce choc, on s'y attendait pas, mais en tout cas ça nous a tous très émus. J'ai vu que des hommages, des personnes tristes de ce départ. On voit qu'il a marqué sa discipline, son sport, notamment par sa gentillesse, son fair play. Son humour. Surtout, oui, son humour, c'est ce que retiennent beaucoup les gens finalement. C'est pas forcément ses résultats, mais surtout la personne qu'il est. D'ailleurs, Martin Fourcade l'a dit, hein, grand biathlète, mais grande personne. Voilà, donc c'est ce qui décrit fortement Johannes. Il va encore continuer d'écrire son histoire. Encore, il a encore quelques courses. On va voir si il revient à la hauteur de Olena Mjøndalen au niveau de victoires individuelles. Il a 7 victoires de retard. Il lui reste 13 courses à disputer. C'est jouable. Ça va être chaud quand même. C'est chaud, mais c'est jouable. Et puis, je pense que là, il est dans une optique, enfin, il a dit même qu'il est dans une optique maintenant de profiter. Enfin, que chaque course, en fait, il va C'est profiter. pas dangereux, un Johannes Bö qui profite? Si, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment jouable. La course de la Master du dimanche, je pense qu'elle est un peu à mettre de côté parce que je pense il l'a même dit lui-même, hein, il était toujours en train de digérer la journée de la veille qui a été très fatigante pour lui mentalement. Devoir faire l'annonce. Lui-même était très ému, hein, on parle de ses coéquipiers qui étaient très émus, mais Johannes lui-même aussi était très très ému, c'était très émotionnel. Il a eu du mal, hein. sa Il a dû faire conférence des de pauses. presse, Hein. hein. Il faisait des pauses, il pleurait beaucoup, il s'est excusé de pleurer. On voyait c'était quand même lourd quoi pour lui. Et puis je pense que tout l'après-midi, ça a dû être des sollicitations en fait de la presse, des gens qui le connaissent, des autres d'anciens camarades comme Martin Fourcade, enfin concurrent. Je pense qu'il a passé le samedi finalement à ça. Donc je trouve que finalement la Master du dimanche, il fait une 3e place, un 18/20, mais c'est quand même pas mal vu la journée de la veille qu'il a eue en fait. Mais par contre, je pense que du coup, il va être redoutable sur toutes les courses qui restent à venir. Il va y aller en mode YOLO, tu vois. C'est la dernière fois, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et voilà, je pense.
Et j'aimerais bien avoir un Johannes en feu là en dernière, les dernières étapes quoi. En tout cas, Aurélie, tu seras à Oslo pour les dernières courses de Oui, la saison. Donc, bon, bah, venez c'est les gens, la chance. venez. Ça va Ouais, être forcément une étape forte en émotion. Et non, on n'a pas hâte d'être à Holmenkollen parce que bon, forcément, ce sera déjà la fin de l'hiver, fin du biathlon, mais la fin de carrière Mm. de Johannes Bö. Et on va en profiter de Johannes. Et je pense qu'on va s'en rendre compte l'année prochaine quand il sera plus là qu'il avait une grande importance sur le circuit. Bien, maintenant, passer ce moment émotion, forcément, avec Johannes Bö, on va parler des courses, des Françaises. Et un moment très fort en émotion, c'est le premier podium de Jeanne Richard, enfin. On sait qu'elle était passée pas loin sur la Mass Start du Grand Bornand, 4e pour quelques centimètres derrière Paulina Fialkova. Une dernière ligne droite fatale pour la Biathlète DG, mais ça y est, elle le tient, son premier podium, Jeanne Richard. 3e de la Mass Start, Dory Pauling. Ah bon, il a fallu batailler quand même pour la Française, pour avoir cette place sur le podium. Elle finit juste derrière Francisca Preuss, 2e. Est-ce que, ouais, comment vous avez vécu cette fin de course pour Jeanne? Est-ce que vous vous êtes dit, oh, on va encore revivre le même scénario, ça va finir 4e ou ça va pas passer, ou vous étiez confiante sur ce coup-là? Bah, franchement, moi, j'y ai cru parce que tu parlais de la Mastart au Grand Beau, mais il y a eu aussi la poursuite au Grand Beau. Elle a fini 4e. Alors, elle était un peu moins proche et elle n'a pas perdu la 4e place comme sur la Mastart où c'était plutôt triste de se la faire choper comme ça sur la ligne d'arrivée. La poursuite, elle était derrière Voigt et elle n'a pas réussi à la rattraper. Elle est arrivée quelques secondes derrière. Mais je me suis dit, elle peut pas, enfin, je veux dire, forcément, elle va trouver des ressources insoupçonnées pour pas se refaire avoir une 3e fois en finissant 4e comme ça, alors qu'elle a l'opportunité de toucher le podium, sachant que face à Doro, bah, qui est pas forcément du tout au meilleur de sa forme en ce moment, il y avait moyen de la tenir derrière, même s'il y avait Preuss et puis Minkilen un peu plus encore derrière qui était menaçante. Donc franchement, je m'y ai cru. Je me suis dit, elle va pas se faire avoir une 3e fois, quoi. Ouais, tu y as cru jusqu'au bout. Mila, pareil? Ouais, pareil. Franchement, j'y croyais. En fait, au tout début du dernier tour, c'était un peu chaud parce que Doro avait l'air vraiment plus forte. Mais après, en fait, une fois que Preuss s'est passé et que j'ai vu qu'elle restait bien dans les skis et qu'elle se faisait pas détacher, franchement, j'y ai cru et j'ai même pensé qu'elle aurait pu passer devant Preuss sur la dernière petite montée là. Pas loin de l'arrivée, mais bon, après, c'était trop compliqué. Mais non, bah, comme disait Cassandre, je pense que ouais, dans ce moment-là, à ce moment-là, elle trouve des ressources et une énergie voilà, qu'elle pense pas forcément avoir pour pas revivre la même chose. Donc, c'est cool qu'elle ait pu faire cette 3e place parce que c'était pas donné, quoi. Mmh. Ouais, Jeanne Richard, donc 3e de la Mass Start, 15e de l'individuel. Ça fait une 5e place au classement général pour Jeanne Richard. C'est quand même assez exceptionnel. Elle reprend le dossard bleu piqué par Océane Michelon après l'individuel. Elle reprend donc ce beau dossard bleu U23. C'est quand même un début de saison incroyable pour Jeanne Richard, qui est presque toute nouvelle sur le circuit de la Coupe du Monde, parce qu'elle avait quand même couru une bonne partie de la 2023-2024, la fin de saison sur la Coupe du Monde. Est-ce que ce top 5 peut tenir pour Jeanne Richard? Parce que c'est quand même très régulier pour elle sur ce début d'hiver, et ça compte vachement pour le classement général finalement. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Alors j'espère pour elle, mais c'est vrai qu'elle a quand même des grands noms qui lui talonnent les fesses derrière au général. Donc ouais, je sais pas si elle devrait en tout cas se mettre cette pression-là. Elle devrait juste faire ses courses et puis on voit ce que ça donne. Mais ce serait fantastique sur une première saison comme ça, première saison pleine, d'arriver à accrocher un top 5 en Coupe du Monde à son âge. Moi, j'achète tout de suite, mais je sais, ça me paraît quand même, ouais, une opération quand même difficile, mais j'espère. Je Ouais, lui souhaite. elle a 21 points d'avance sur Julia Simon 6e et 22 points d'avance sur Océane Michelon 2e, sa plus grande concurrente pour le dossard bleu. On s'en contente, on s'en félicite du côté de l'équipe de France. Mais Cassandre, pourquoi pas un top 5 ou pas? Bah, franchement, je pense que je suis plus optimiste qu'Aurélie parce que bah, elle a quand même prouvé depuis le début de la saison qu'elle est hyper régulière. Donc à partir de là, je me dis, il n'y a pas de raison de baisser de régime. Là où Julia Simon
a pu quand même être beaucoup moins régulière. On l'a vu sur la Mastart notamment. Et puis surtout, les championnats du monde comptent plus. Donc Julia Simon, même si elle fait des super championnats du monde, elle ne pourra pas remonter plus que ça. Donc je pense que c'est un objectif envisageable. C'est pas du tout certain. Enfin, en effet, il y a ses coéquipières en fait derrière qui sont les principales menaces indirectement à ce top 5. Mais je pense que c'est envisageable. Enfin, elle peut l'espérer, quoi. Il faut pas qu'elle se mette une pression absolument sur ça. Je pense que l'objectif principal, ça serait le dossard bleu, notamment Océane. Mais finalement, est-ce que le dossard bleu, ça ne devrait pas aussi dire se battre pour la 5e place face à Océane aussi? Donc je pense que les deux objectifs sont réalisables. Un objectif, on chevauche un autre finalement, peut-être, ça va lui permettre d'aller en chercher un autre. Cette 5e place, on lui souhaite pour Jeanne Richard. Mais donc, Jeanne Richard qui sort fière et heureuse de cette étape de RuPaul. Peut-être moins pour Lou Jean Monod. Alors pourtant, elle a gagné l'individuel. Donc c'était sa 4e victoire de l'hiver. Aucune biathlète ne fait mieux cette saison. Mais elle fait quand même au final une mauvaise opération au classement général, la française, avec cette 9e place sur la Mastart, alors que Francisca Preuss a fini 2 fois 2e finalement sur ce week-end. Lou Jean Monod était à 116 points de l'Allemande avant RuPaul. Elle a 142 points de retard désormais. Est-ce qu'on doit toujours espérer pour Lou face à l'Allemande ou pas? Parce que, alors certes, Preuss avait connu un coup de moins bien au Burhoff, mais chez elle, devant son public à RuPaul, elle a fait très très fort et elle a retrouvé sa solidité. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est peut-être pas, peut-être que ça n'arrivera pas, mais je sais pas. Je me dis que en fait, Lou, elle est encore capable sur toutes les courses qui restent de regrappiller des points, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait deux éléments qui s'alignent. Le fait que elle surperf et gagne, et surtout, il faudrait espérer que, espérer. Vous voyez ce que je veux dire, que Preuss fasse justement une ou deux contre-perf, quelques petites courses moins bien, ce qui est quand même globalement très rare. Donc c'est pour ça que je dis que ça me semble un peu compliqué, mais bon, voilà, je pense que elle, je suis pas sûre qu'elle ait lâché l'affaire. Je sais pas ce qu'elle doit imaginer, mais je pense qu'elle est toujours dans la course au niveau mental. En tout cas, j'espère. Donc moi, j'ai envie d'y croire et je me dis que Lou, elle est capable, même si on a vu qu'elle avait parfois des petites difficultés sur les courses comme ça, à confrontation directe, au moment de conclure, elle a un peu de mal, mais ça peut quand même le faire. Cassandre, toi, t'es confiante ou pas encore pour Lou? Je suis dans un sens d'accord avec Mila, parce que si on regarde la saison dernière, c'est plutôt ce schéma-là où Preuss, qui, on sait, a une santé fragile et qui du coup avait super bien commencé la saison et avait décliné, là où Lou Jean avait pas presque rattrapé les Avizi sur la fin de saison. Donc c'est peut-être des bonnes augures sur la fin de saison où du coup elle pourrait reprendre pas mal de points, mais je maintiens quand même. Francesca Preuss, là, elle n'a pas l'air de, de baisser de régime pour l'instant. Et donc, comme disait Mila, faut que Lou performe. Sauf que si elle performe juste et que Francesca Preuss elle reste à son niveau actuel, c'est elle qui a les cartes en main. Et c'est pour ça que, à l'heure actuelle, je pense que Preuss va réussir à rester devant Lou, malheureusement pour nous, Français. On a passé la moitié de saison à RuPaul, donc avec un écart significatif pour Francisca Preuss sur Lou Jean Monod, et Elvira Heuberg avec cette victoire sur la Mastart est revenue à 36 points de Lou Jean Monod. Donc finalement, la bataille pour le moment est plus pour la 2e place que pour la première, mais évidemment, une 2e place ou une 3e place, ça ne rapporte pas grand-chose. On retient surtout la vainqueur du Gros Globe de Cristal. Et c'est vrai que Francisca Preuss a pris un avantage, j'allais dire certain, mais en tout cas un bel avantage qu'elle conserve. C'est ça aussi le plus important, d'être régulière, et ce qu'est Preuss. Et on arrive petit à petit vers la fin de saison, et c'est vrai que Preuss a désormais les cartes en main pour garder ce Gros Globe de Cristal, et Lou Jean Monod doit quasiment être presque parfaite chaque course avec le niveau qu'a l'Allemande. Juste pour rajouter par rapport à ça, en fait, Lou, elle a plus gagné que Preuss, mais Preuss, en fait, en termes de nombre de podiums, c'est là où elle grappille à chaque fois des points. C'est que c'est pas forcément celle qui va gagner à chaque fois la course, mais le fait de finir 2, 3, 5 à quasiment toutes les courses, en fait, ça lui assure systématiquement des points, et c'est là où ça creuse des petits écarts entre une Lou qui va faire 1 et puis 9 derrière, et entre Preuss qui va faire 2 podiums, enfin 2 deuxième places, quoi. On sait qu'avec le nouveau système de points depuis l'an dernier,
les trois premières places rapportent beaucoup de points, font une grosse différence par rapport aux autres places, qu'on pouvait avoir, précédemment. Donc forcément de terminer le plus souvent possible dans les 3 premières, c'est payant. Donc et c'est ce que fait Preuss. Il ne gagne pas tout le temps, souvent, mais rapporte de gros points alors que avec la 9e place de Loujean Monod, sur la Mastart, le paye cash justement avec la régularité de Preuss malgré une victoire sur, l'individuel, en début de semaine. Donc pour le moment un gros avantage pour, Franchica Preuss. Pour rester sur l'équipe de France, on vit quand même une saison incroyable, hein. Alors certes, on n'a pas de Française au top du top, la première place, mais on a quand même eu 6 bleus sur un podium. C'est quand même une performance incroyable avec, je rappelle, Julia Simon, Justine Brézaboucher, Paula Beauté, Sophie Chauveau, Jeanne Richard et Lou Jean Monod. Elles sont toutes montées au moins une fois sur le podium. Il en manque, j'ai envie de dire presque plus qu'une. C'est Océane Michelon qui navigue autour de ce podium, souvent à la cérémonie des fleurs. Bon, il va venir ce podium, j'espère, Mila. Ouais, moi j'y crois. Ça serait beau quand même. Enfin, ça serait un peu boucler la boucle de cette saison qui est quand même exceptionnelle en termes d'individualité quand même si sur les relais on n'a toujours pas notre petite victoire. Mais Océane, franchement, elle fait super bonne impression. Enfin, il n'y a qu'à voir ses résultats. Elle est hyper constante depuis même quasiment le Grand Beau. En fait, elle fait des top 10 à quasiment toutes les courses. Là encore, cette semaine, elle fait quand même une 4e place sur l'individuel, une 8e place sur la Mastart. Enfin, Un bon relais en plus, hein. comment? Plutôt, hein. Plutôt un bon relais aussi, hein. Ouais, et puis un relais aussi, elle commence à faire des bons relais, ce qui aussi pourra poser la question plus tard de son alignement potentiel sur le relais des mondiaux, même si on n'y est pas. Mais moi, j'y crois. Je pense qu'il lui manque pas grand-chose pour que ça puisse jouer vraiment devant. Peut-être espérer peut-être quelques petites erreurs supplémentaires de la part de ses concurrents directs. Mais si elle continue en tout cas d'être performante sur les tirs, parce qu'elle a quand même un beau tir, et qu'elle garde sa forme à ski, je vois pas pourquoi elle pourrait pas avoir son petit podium avant la fin de saison, quoi. Océane Michelon, 7e du classement général, 404 points. C'est quand même un début de saison incroyable. On en parle depuis le début de la saison, hein, mais ça se confirme étape par étape. Il ne manque plus que ce podium finalement, qu'a obtenu Jeanne Richard, sa copine, Jeannette, comme elle aime bien dire, Océane. Donc elles se suivent beaucoup, donc la logique voudrait qu'Océane fasse ce podium avant la fin de l'hiver. En tout cas, on y croit et ce serait finalement une logique au vu de ses performances depuis le début de la saison. Donc le sourire pour Océane Michelon. C'est la soupe à la grimace pour Julia Simon et Justine Brézaboucher, faut le dire, hein. C'est une nouvelle semaine très compliquée à titre individuel. Pas une course dans le top 20. Alors il y a eu un bon relais, mais à titre individuel, c'est très compliqué. Sur la Mastart, des tirs, c'était vraiment très très dur pour elle. 8 fautes, il me semble, pour Justine Brézaboucher. Pour Julia Simon, c'est combien? C'est 7? C'est une de moins, il me semble. Ouais, c'est ça, une de moins. Oui, Ça c'est fait ça. Ouais. 26e finalement sur la Mastart et 29e. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas quelques semaines des mondiaux pour les deux leaders de base, j'ai envie de dire, parce que Justine Brézaboucher et Julia Simon, ce sont les deux grands leaders finalement de l'équipe, mais finalement, on le voit en ce début d'année, il y a quand même plus forte qu'elle en équipe de France, hein, et pas qu'une athlète. Quand tu parles de s'inquiéter à un mois des mondiaux, tu penses à leur place au quota ou tu penses à leur Il y a performance? aussi leur place, mais même aussi pour performer aux mondiaux aussi. Leur place, je pense pas. Je pense qu'elles ont quand même encore un statut qui fait qu'elles, parce que quand elles performent vraiment bien, quoi, l'une comme l'autre. Après, pour leur performance individuelle, oui, ça reste quand même un petit peu inquiétant. Finir 29e d'une masse à 30, c'est pas le niveau qu'on attend. Ou 26, hein, Julia, Justine, là, pour le coup, c'est la même. C'est quand même pas le niveau qu'on attend ni de l'une ni de l'autre. C'est même pas le niveau qu'elles-mêmes attendent d'elles-mêmes, j'imagine. Donc, ouais, elles ont l'air quand même en difficulté. Julia, ça a un petit peu en difficulté quand même depuis le début de la saison. Justine, un peu après Noël, là, ça quand même, ça a pas été foufou non plus avant, mais encore plus là après Noël. Je trouve que les étapes allemandes leur ont pas réussi ni à l'une ni à l'autre. Les mondiaux, c'est quand même dans pas longtemps. Il reste une étape pour régler la mire et puis après on y arrive direct en fait. Donc ouais, je trouve que c'est quand même inquiétant, moi.
Pour rappel, hein, les quotas, les Françaises auront 5 places pour le sprint. Et évidemment, la poursuite correspond forcément selon le résultat du sprint. Donc là, on se dit, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour Julia Simon et Justine Reza-Boucher. Par contre, l'individuel, il y aura 4 places, étant donné qu'il n'y a pas de Ah ouais. titre de championne du monde en titre. Déjà, c'est qui avait gagné le titre mondial individuel? Petite question. Oh là là, en Vitozzi, individuel. Je fais fonctionner votre mémoire, non? Vous ne se rappelez plus? Ah, c'est pas. J'hésite entre Vitozzi ou une Allemande. Etich? Ouais, c'était ça. Ouais, et c'est Vitozzi. Et petite. Ah. Ah. Ouais, donc c'est pour ça que donc il n'y a pas 5 quotas pour les Françaises sur le 15 km des mondiaux parce que le titre n'était pas revenu, j'ai envie de dire, à Julia Simon, tellement ces mondiaux étaient incroyables. Donc là, oui, là la question pourrait se poser. Alors on verra encore selon comment se passe en Tolts, comment se passent aussi les débuts des championnats du monde. Forcément, ça aura une incidence, en tout cas ça comptera pour qui sera aligné sur l'individuel. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on peut se demander, on peut se dire, bah c'est pas sûr pour Justine Brézaboucher et Julia Simon d'être alignés sur ce 15 km. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Cassandre? Bah, moi, je trouve que, bah, en effet, enfin, c'est pas certain. Je trouve que ce serait franchement pas du tout déconnant et démérité de mettre Océane et Jeanne qui, en plus, ont vraiment une carte à jaune individuelle. Enfin, en termes de tir, quand on a une Justine à 75% de tir face à une Jeanne qui a 98% au coucher, par exemple, en individuel, je trouve qu'il n'y a pas trop photo. Alors, bah ouais, elle va super vite, mais en individuel, reprendre 5 minutes à ski parce qu'on a fait 5 fautes, c'est compliqué. Donc, moi, je trouvais ça pas déconnant que, du coup, en l'occurrence, c'est plus Justine en faveur d'un meilleur tir de Julia, qu'elle soit, par exemple, mise de côté sur individuel, malheureusement, ouais. Parce que autant sur les relais, je pense que, enfin, il y aura pas forcément trop de. Même si ça pourra se discuter, elles ont peut-être plus leur place qui est assurée. Mais c'est vrai que sur l'individuel, quand on voit comment elles tirent sur un pas de tir à Rupo qui est réputé un peu comme facile entre guillemets, bah ça pose des questions quoi. Après, on sait que l'an dernier, Julia Simon et Justine Moisa-Boucher avaient performé à Lenzerheide. Mm. Peut-être qu'elles vont retrouver des Oui, sensations. après les courses sur des mondiaux, c'est toujours différent aussi de la Coupe du Monde. C'est un contexte différent, il y a une pression différente, donc ça sera pas. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut pas dire qu'elles performent pas quoi. On espère d'ailleurs qu'elles performeront. Après, Julia Simon se sera attendue forcément Oui. après le Novi Mesto. C'est sûr que là, elle est mal disposée. En tout cas, ce début de saison n'augure pas des mondiaux comme à Novi Mesto. Mais bon, Julia Simon, c'est qu'elle est pleine de ressources, qu'elle a du caractère. Et pour Justine Brézaboucher, on sait pour Justine, hein, ça peut passer comme ça peut casser. Et quand ça passe très très bien. Donc, on va toujours y croire. Mais c'est vrai que ce début d'année, même ce début de saison, est quand même pas rassurant. Et on voit que finalement, les jeunes pousses, les jeunes françaises font leur place et font plus que de la résistance à les leaders dites en début d'hiver. Et d'ailleurs, pour parler des semaines compliquées, il y a aussi celle de Paula Beauté. Après sa victoire sur le sprint d'Oberhof, on se souvient évidemment, 46e de l'individuel, malheureusement pour Paula, qui ne la qualifie pas pour la Mastart de dimanche. Et sur le relais féminin, 3e avec ses copines, mais on sait qu'elle a quand même mal démarré avec ce tour de pénalité. Donc c'est une semaine compliquée pour la Vosgienne. Je pense qu'elle sera en Tols. Il n'y aura pas trop de surprises par rapport à ça. Mais on sait qu'avec derrière la concurrence qu'il y a, ça peut aller très très vite. Cassandre en a parlé la semaine dernière. Déjà une semaine blanche pour Paula. Si elle en fait une, voilà, ça peut remettre les cartes en jeu, mais redistribuer les cartes. Mais après, bon, on sait que les championnats d'Europe en IBU Cup, les mondiaux à Lenzerheide, ce sera peut-être pas forcément le temps des changements avec les quotas en moins, tout ça. Donc sans doute, comme disait Marine aussi, Paula est sans doute montée au meilleur des moments sur la Coupe du Monde. Évidemment aussi pour Justine et Julia, on saura aussi ce magnifique relais, on n'en a pas trop parlé, mais elles ont fait remonter le relais français sur le podium et on retiendra ça quand même de positif sur cette semaine à Repolling. Alors pour parler des athlètes étrangères, je voulais mettre 2 grandes dames à l'honneur. Anna Heuberg, qui depuis le relais Euroberhof s'est retrouvée une santé et des résultats. Elle a terminé 10e et 6e à Repolling. Et aussi Dorothea Wöhr, qui, bon, faut le dire, est transparente quand même cet hiver. On l'avait un peu vu comme à Concholarty en ce début de saison,
mais sinon plus rien. Et là, elle nous fait une 4e place sur la Mass Start, pas si loin d'un podium. Elle peut regretter cette faute sur le dernier tir. Et en tout cas, on n'est pas passé loin d'une super journée pour l'Italie sur ce dimanche à RuPoling. Qui vous a donné la meilleure impression entre ces deux athlètes à RuPoling? Alors, moi, je vais dire Anna Hubert, parce que déjà, je l'ai mise dans ma performance de la semaine, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais après, pour quand même souligner la performance de Vireur, ça fait plaisir quand même de la revoir à ce niveau-là, même si on a quand même un peu constaté les limites qu'elle peut avoir encore, notamment au niveau du ski, parce que pour le coup, son 3e tir, il me semble, donc son premier debout, il est extraordinaire, son tir debout. Enfin, elle nous refait un tir comme elle sait si bien le faire en mode mitraillette. Mais c'est vrai que derrière, il lui en manque un petit peu pour prendre une place sur le podium. Donc nous, c'est quand même à notre avantage. Mais voilà, on l'avait pas vu concrètement depuis le début de l'hiver. Enfin, je crois qu'elle a fait un top 8 une fois. Mais enfin, c'est un peu anecdotique sa présence cette année en Coupe du Monde. Et le fait qu'il n'y ait pas non plus Vitozzi, ça la tire un peu vers le bas parce que du coup, elle brille pas sur les relais non plus. Donc très compliqué de la mettre en avant. Mais donc, ouais, c'est quand même une bonne course pour elle, pour lui redonner un peu de baume au cœur avant d'aller essayer de performer chez elle à Antols. Elle avait fini 6e de la Master de Dixième, Concharty, ouais. Dorothea Vireur. C'est vrai qu'après, on l'a plus beaucoup vue sur cette saison. Aurélie, toi, c'est Doro? Moi, j'ai pris Doro parce qu'on voit qu'elle galère hein, sur la piste. On voit qu'elle a pas les armes pour se battre. Même si elle semblait quand même avoir une bonne glisse. On voyait dans les descentes qu'elle glissait quand même pas mal. Mais j'ai trouvé qu'elle s'est accrochée. Elle a pas lâché. Pour le coup, j'étais pas trop inquiète du duel Jeanne-Doro. C'était plutôt ce qui arrivait derrière qui me faisait peur. On en parlait tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que voilà, déjà, ça fait plaisir parce que ça reste, comme tu disais, une grande dame du biathlon. On l'a pas vue cette saison, on l'a pas vraiment vue la saison dernière. Et donc, moi, ça m'a fait quand même plaisir de l'avoir rejouée aux avant-postes aujourd'hui. Enfin, sur cette étape, enfin, sur cette course, sur cette mass start. Voilà. Mmh. Cassandre, toi, il n'y a pas photo, c'est Anna Heuberg. Oui, un peu pour toutes les raisons évoquées, mais enfin voilà, Dorothea Virer, m'a pas donné une fabuleuse impression dans le sens où je pense pas que ça va enfin, se quoi. C'est pas donner de l'espoir pour la suite, là où Anna, je pense qu'elle peut carrément performer sur la fin de saison. Dorothea Virer, depuis le début de saison, comme disait Mila, à ski, c'est compliqué. Enfin, la semaine dernière, à Oberhof, elle fait un sans faute au sprint et 9e, donc c'est loin de ce standard habituel. Et puis même en termes de tir, c'est moins bien même que d'habitude. Donc c'est pour ça que celle qui a de meilleure impression pour moi, c'est Anna pour la suite de l'année. Et d'ailleurs, même les Suédoises en général ont fait une meilleure impression sur à RuPoling, notamment sur l'individuel avec 4 dans le top 10. On les avait trouvées un peu en retrait à Oberhof. Là, elles sont revenues sur le devant de la scène. Ça n'a pas suffi quand même pour le relais finalement, avec le relais d'Elvira Heuberg sur le tir couché, qui avait parti sur une pénalité. Mais c'est vrai qu'Anna Heuberg revient fort après un début de saison très, très timide où on sait qu'elle avait connu des soucis de santé avant le début de l'ouverture à Concharty. Là, elle se positionne alors pas pour le général, mais pour se faire de belles courses en coupe du monde et notamment pour les mondiaux, comme tu l'as dit, Cassandre. Sinon, je voulais parler d'une athlète dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très bien classée au classement général finalement. C'est Suvi Minkinen, la finlandaise, 4e donc du classement général. Finalement, on peut dire que son podium en début d'hiver à Concharty sur le sprint et pas dû au hasard, hein. À RuPoling, a fait 8e, 5e. C'est quand même très surprenant et très sympa aussi de voir une finlandaise en haut. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et oui, c'est vrai qu'elle est très régulière. Après, c'est une biathlète qui est un peu dans la force de l'âge, on va dire. Elle a 30 ans, il me semble. Donc, elle est un peu au pic de sa carrière et c'est un peu sa saison référence. Elle est quand même hyper régulière. Et puis, on notera quand même, quand même le fait qu'elle ait participé à la première victoire en relais de la Finlande avec Sepala, donc qui est quand même assez historique. Et puis, elle n'est pas sortie du top 10 depuis la Mastart du Grand Beau. Donc, en termes de régularité, je pense que là, on tient un peu la biathlète enfin l'une des biathlètes les plus régulières. Donc non, elle est discrète mais efficace. Ouais, Aurélie, elle était 42e l'an dernier. Là, elle est Ouais, c'est fou, hein. 4e, c'est quand même assez dingue, hein.
On l'a pas vu arriver. On l'a pas vu. Enfin, moi, je l'ai pas vu arriver. En tout cas, je vais pas parler pour les autres, mais c'est vrai que je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu arriver devant comme ça au classement. C'est un peu quand même la surprise de cette saison, je trouve. Ouais, pour toi, pour le moment, c'est la surprise? C'est Ouais, la grosse c'est la cote, finalement? Ouais, c'est la grosse cote. Alors un petit peu aussi, on en a déjà parlé, mais un petit peu aussi les Françaises, hein, Jeanne et Océane, je les voyais pas arriver aussi si haut, mais pourtant c'est des profils totalement différents en termes d'âge et de et d'expérience et quoi que ce soit. Mais c'est vrai que Minkinen, c'est la surprise qui fait ses petit à petit ses marques enfin qui plante ses petites griffes dans le classement général, l'air de rien, quoi. Mmh. Après, ce n'est qu'un podium pour le moment, mais forcément, on va, l'observer de près, notamment pour les championnats du monde, ce sera une athlète à surveiller. On verra ce que ça donne et en tout cas, c'est vrai qu'on n'en parle pas, de Minkinen. On la note pas forcément des athlètes les plus dangereuses sur une course, mais toujours placée et ça paye pour le classement général. 4e désormais, la finlandaise, donc c'est quand même une très, très belle surprise de sa part. Pour finir la partie féminine, je vais vous demander évidemment vos performances et contre-performances de la semaine. Mila, ta performance? Bah, moi, du coup, ma performance, donc ça sera Anna Heuberg, qui n'a pas fait de podium, ni de top 5 d'ailleurs, mais comme on l'a dit, depuis le relais mix d'Oberhof, où elle fait un relais quand même assez exceptionnel, on a vraiment l'impression qu'elle va mieux, notamment sur la piste, parce que le tir, c'était quand même pas mal le gros souci, mais même sur les skis, là, bah, sur la Mastart, elle a la deuxième meilleure temps de ski. Elle fait 6e avec un 17/20, qui est quand même, je trouve, pour le coup, une belle performance. En plus, elle part avec le dossard 25, donc en plus, elle part derrière. Donc non, ça a l'air d'aller beaucoup mieux sur les skis. Elle a l'air même d'avoir un peu plus de sérénité sur le pas de tir. Donc ça fait plaisir de la voir, beh, voilà, être dans la compète, avec sa sœur notamment, et jouer devant. Donc ouais, et puis encore une fois, elle fait un super relais féminin malgré la 5e place de la Suède, là sur l'étape de Ruhpolding. Donc ouais, c'est vraiment, je pense, la tête qui m'a le plus fait de bonne impression et qui est bien revenue quoi, qui était vraiment, Mmh. dans le dur. Et ta contre-perf, du coup? Alors moi, en contre-perf, mis à part les françaises dont on a pas mal parlé, je dirais Kirkeide parce que, bah, déjà les norvégiennes, d'une manière générale, cette saison, on sait que c'est très compliqué pour elles, notamment, bah, par rapport au fait que Tendrevolt, rate pas mal d'étapes et de courses pour plusieurs raisons. Mais, Kirkeide, elle avait fait une étape d'Oberhof qui était quand même remarquable, avec 2 2e places, une 3e place sur le relais mix. Enfin, pour le coup, assez impressionnante. Et puis là, elle s'est un petit peu écroulée. Alors, elle fait 11e sur la Mastart, ce qui est pas horrible évidemment, mais c'est vrai que sur l'individuel, bah, 34e, donc non, elle a pas brillé autant que je l'aurais espéré vu, ses performances justement de la semaine passée. Donc voilà, je l'ai mise en contre-perf. C'est l'expérience qui, Exactement, pour Marianne Kirkegaard, hein, seulement 21 ans, donc c'est très, très jeune, donc c'est clair. c'est vrai que oui, c'est un week-end beaucoup plus compliqué pour elle par rapport, à Oberhof. Aurélie, ta performance déjà? Moi, en perf, j'ai mis le relais suisse qui a réussi à accrocher une 4e place. Ouais. Parce que les athlètes, les biathlètes suisses, bah, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup non plus, on les voit pas beaucoup. La grosse déception de la saison, ça reste Lena Kigross, mais elles sont quand même très bien battues sur le relais. Mais d'ailleurs, elles se battent assez bien sur les relais, je trouve les Suisses en général. Bah, il y a Et quelques puis elles années, sont, ça faisait podium, hein. On se ouais, rappelle, il y a eu des podiums, hein. ouais. Et donc avec les sœurs Gasparine, et donc je trouve qu'elles ont quand même fait un très beau relais. Elles sont pas loin des Françaises d'ailleurs, elles sont juste derrière, il me semble à Ouais, 10 quelques secondes, secondes. ouais. 10 secondes, ouais, bon, il y a petite fenêtre. Mais une pioche de moins ou 2 pioches de moins, ça passait devant. Donc voilà. Pour moi, c'est le relais suisse dont on Ouais. parle pas non plus beaucoup, qui fait Et ta un bon week-end. contre-perf, Aurélie? Ma contre ma contre-perf, c'est Teresa Hauser qui fait un week-end pas terrible, avec une 33e et une 24e place, il me semble, et Mmh, mmh mh. qui fait d'ailleurs une saison pas terrible non plus en fait. Ah, qu'on voit pas finalement, hein. On parlait de Dorothea Ouais, on Vior la qu'on ne voit pas, voyait hein, pas, pareil, hein. Hauser, et d'ailleurs et pourtant Hauser est 15e du général. Ça c'est Je je sais pas n'arrive pas à comment. l'expliquer. Ouais, je sais pas comment. C'est Ouais. Bah, elle est toujours dans les points probablement, mais en fait, ouais, jamais des gros points quoi. Mmh et d'ailleurs, petit,
coucou au passage à Anna Candler, qui est remontée dans la cérémonie des fleurs. Première fois cet hiver, qui a fait 6e de la cérémonie, enfin de l'individuel, pardon. Avec un début de saison pas facile et donc cette 6e place lui faisait le plus grand bien. En plus, c'était le lendemain de la 2e place d'Emilien Claude, donc forcément, il y avait voilà, c'était sans doute eu des ça lui a poussé des ailes, très certainement à Anna Candler, cette 2e place d'Emilien Claude, donc c'était une performance à noter aussi pour l'Autriche, un peu plus satisfaisante que le week-end compliqué de Lisa Hauser. Cassandre, alors tu vois, tu restes pour la performance du côté de la Suisse aussi. Bah ouais, avec le premier podium d'Amy Basserga Eh oui. lors de l'individuel. On la connaît quand même pas, enfin bien Basserga depuis quelques temps qu'elle est sur le circuit, mais c'est vrai qu'on la connaît bonne tireuse, mais bah il en manque toujours sur les skis pour faire quelque chose. Donc c'est chouette que bah elle a réussi à perfer au moment de l'individuel où c'est de toute façon là où elle a peut-être le plus de chance de faire quelque chose. Hein. Et donc c'est chouette qu'elle a réussi à s'en saisir pour cette 3e place. Ça, c'était pour la perf et pour la contre-perf, bah, c'est pas forcément nouveau, mais ça se confirme, disons, c'est les Norvégiennes en individuel, parce qu'en relais, elles se sont plutôt bien sorties en l'occurrence, mais en individuel, c'est quand même compliqué. Enfin, la première Norvégienne sur l'individuel, elle est 17e. Il y a 2 Norvégiennes sur la Mastart, bon, pour le coup, qui font plutôt une performance honorable avec une 7e et une 11e place, mais on sent que bah, déjà sans Tendrevold, c'est compliqué. Et puis avec une Lunia Nuklife qui n'a pas réussi à surfer sur sa saison dernière et qui n'a pas du tout finalement repris les rênes de cette équipe norvégienne comme on aurait pu s'y attendre, bah, c'est compliqué chez les femmes. Ouais. Bah, moi, pour ma perf, je vais donner une petite perf, c'est le relais allemand parce qu'il n'y avait pas Vanessa Voigt, il n'y avait pas Julia Steinheimer et pourtant elles ont pu gagner ce relais devant leur public, quand même, avec énormément de pression et avec un super relais de Franziska Preuss, franchement, en patronne, clairement, comme si elle avait le dossard jaune sur les épaules sur ce relais-là et non, je voulais noter, ce relais. D'ailleurs, elles sont en tête au classement du globe du relais grâce à cette performance, devant la France et la Suède qui perd 2 places, qui était à la base en tête, mais avec la 4e place, avec la 5e place pardon, les Suédoises ont perdu de gros points mais ça reste quand même très, très serré, au niveau de ce classement. Rien n'est joué, il reste encore 2 relais pour, le gain du globe. Bien alors maintenant on va passer aux hommes. Et comme chez les dames, on va se féliciter déjà d'un premier podium en coupe du monde, du côté de l'équipe de France. Je parle évidemment d'Emilien Claude, 2e du 20 km, donc son premier podium individuel. En plus, suivi 2 jours plus tard par une victoire sur le relais masculin avec ses collègues, donc une super étape de RuPauling pour, le Vosgien. Bah, d'ailleurs, pour vous, c'est laquelle, votre performance d'Emilien Claude sur cette étape? C'est l'individuel, sur cette 2e place ou ce relais, donc vainqueur, mais qu'il prend en tant qu'il a lancé, hein, il a lancé l'équipe de France pour son premier relais en coupe du monde, donc c'était pas facile. Quelle course vous retenez d'Emilien? L'individuel. Ouais. Parce que je pense qu'il aurait pu. Alors certes, il a fait un très beau relais, mais je pense qu'il aurait quand même pu monter sur le podium avec l'équipe de France, même en faisant un relais un peu plus pourrave. Alors que l'individuel, il le doit qu'à lui-même. Donc pour moi, en termes de sportivité, je trouve que l'individuel est plus parlant. Ouais, je suis d'accord, j'aurais dit pareil. L'individuel, il fait un 20 sur 20, c'est une course pleine. Il n'y a rien à dire. Après, là où il faut quand même le féliciter, c'est que justement, il aurait pu, suite à cette 2e place, bah, un peu avoir une pression au moment de débuter le relais des Bleus le lendemain. Et en fait, il a carrément tenu son rang. Et donc, c'est là où je trouve qu'il a hyper bien géré cette pression-là, de se dire, je commence mon premier relais, en plus premier relayeur. Donc, les 2 courses sont très bien gérées, mais c'est vrai que pour le fait que ça soit une course individuelle, je dirais aussi l'individuel. En tout cas, Cassandre, Emilien tient enfin son week-end référence en Coupe du Monde. Ah bah, clairement, là, c'est la première fois où il fait vraiment un week-end plein et franchement, je l'attendais pas de sitôt sur un podium malgré, enfin même avec un 20 sur 20 en individuel, je j'aurais pas parié sur un podium d'Emilien Claude cette saison. Donc franchement impressionnant et il va bah oui se battre sur ça et maintenant il sait qu'il peut le faire et puis même sur les relais, je pense que c'est bien de faire tourner dans l'équipe et que en l'occurrence du coup il a pris la place entre guillemets d'Éric Perrault sur le relais.
Et c'est chouette de pouvoir que l'équipe lui montre qu'ils ont confiance en lui aussi. Je pense que ça va aussi bien le motiver et l'encourager pour la suite. Bah, faut avoir confiance, hein, pour mettre quelqu'un premier relayeur, c'est une marque de confiance finalement, pour Emilien Claude. On met pas Bah ouais. n'importe qui en tant que premier relayeur, hein. Bah c'est ça, il l'a mérité. Ça faisait un petit peu, je sais pas depuis quand il le prévoyait. Il le prévoyait avant son podium aussi, c'était un peu la récompense de son podium. Mais en tout cas, il a tout fait pour qu'on lui accorde cette confiance avec ce podium. Et donc, bah c'est chouette pour la suite, ouais. En tout cas, on sent pour Emilien, que depuis qu'il a réglé ses soucis de carabine, tout va mieux, hein. Depuis Oberhof, il y a quand même un sacré changement. Il avait déjà eu sa meilleure performance à Oberhof, en coupe du monde. Là, forcément, il explose en faisant 2e. C'est maintenant, parce qu'on va dire jamais 203, jamais 203 bon week-end à Antols. Forcément, on l'attend. Et justement, qu'est-ce que vous attendez d'Emilien maintenant sur cette Coupe du Monde? Bah, je pense que déjà, à titre personnel, il a dû remplir l'objectif qui s'était fixé peut-être lui, c'est-à-dire faire une vraie performance dont il est fier et un peu une course référence, pardon. Donc, je pense que c'était sûrement l'objectif qui s'était fixé. Après, essayer d'égaler ce résultat, voire de faire mieux, même si je pense que ça va être un peu compliqué de gagner, mais je pense qu'il faut pas trop qu'il se mette une pression ou quoi, enfin voilà, je pense qu'il va prendre les courses les unes après les autres, essayer de faire de son mieux à chaque fois, mais il a des qualités qui sont quand même indéniables, donc espérons que ça joue en sa faveur, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, il peut, il peut essayer d'avoir comme objectif le classement de l'individuel, hein. Je veux dire, oui, après, ça va être compliqué, mais Stromsheim qui est un peu à la peine, et après, il a 5 points de Sorum et Laigren, donc ça pourrait être cool de se mettre ça comme objectif sur la fin de saison. Il reste du coup un individuel pour Ouais. le gain du globe, parce qu'on sait que celui des mondiaux ne compte pas désormais, mais donc pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être un bel objectif et rester dans les 25 meilleurs du classement général aussi pour prendre part au Mastart. Ouais. On sait que alors il était Carrément. rentré dans le classement dans le top 25. Alors il était déjà qualifié quand même pour la Mastart de Europolling avec sa 2e place. Là, il a fini 19e, il redescend à la 26e place. Donc il est aux portes du top 25, mais ça va aussi être déjà un bel objectif pour Emilien Claude de ce top 25. Et d'ailleurs, Emilien Claude donc, est le 25e Français à être monté sur le podium cette saison. On parlait de 6 filles, 6 dames, 6 Françaises tout à l'heure. Il y a 5 Français. C'est quand même assez exceptionnel de voir ça. On vient de loin en plus, on le sait, on l'a déjà dit avec l'an dernier. C'est quand même très très beau de voir une équipe de France collectivement forte chez les hommes. Et, certes, c'est peut-être pas aussi régulier que les Norvégiens ou même que les Françaises, mais ça fait quand même plaisir après une dernière saison galère. Et les satisfactions, elles sont individuelles, mais elles sont aussi surtout en relais. Pour les Français, on en a déjà un peu parlé avec Emilien, mais c'est pas une victoire, pas 2 victoires, mais 3 victoires pour les Bleus cette saison. 3 victoires consécutives. C'est une première pour l'équipe de France. Ça n'était jamais arrivé de gagner 3 victoires en 3 courses. Ils sont invaincus sur ce début de saison, les Bleus. Les Norvégiens ramassent les miettes. D'ailleurs, ils sont pris les pieds dans le tapis à Ruhpolding. On va en reparler un peu, Aurélie. Mais désormais, alors il reste un relais à Antols, hein, mais est-ce que avec ces 3 victoires, on fait désormais des Bleus les favoris pour les mondiaux? En fait, ça serait même frustrant, en fait, presque frustrant qu'ils gagnent pas le relais des mondiaux, justement, après nous avoir offert ce triplé, mais je pense que, faut pas non plus, je pense, les mettre vraiment dans la catégorie favori à 100% parce qu'on pourrait être déçus et on en a parlé quand même avec l'introduction sur Johannes, mais je pense qu'il faudra clairement se méfier des Norvégiens parce que, à mon avis, pour le dernier relais, on va dire, le dernier relais de championnat du monde qui peut rapporter l'or, ils voudront sûrement l'offrir à Johannes et je pense qu'ils seront complètement déchaînés, les Norvégiens. Donc je pense que ça va être ils seront nos plus grands adversaires. Mais c'est clairement possible. Enfin, quand on voit en plus que différentes compositions du relais homme, que ce soit quand il y a Eric Perrault, quand il y a Emilien Claude, ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut refaire la même chose sur les mondiaux. Donc j'espère que ça va le faire et qu'ils gagneront l'or. Ouais, mais j'ai un peu peur des Norvégiens parce que ça fait quand même 2 ans que la France ou la Suède leur pique le relais aux mondiaux alors que
ils dominent la saison, donc j'ai bien peur qu'ils nous la fassent à l'envers de notre côté. Qui on domine les relais de la saison et qui se motivent bien justement pour se venger au moment des mondiaux. Donc je pense Non, c'est le plan, hein. C'est le ouais. plan, ils l'ont déjà annoncé, hein, ils ont annoncé ils ont appelé ça faire une française d'ailleurs, la fois où la Norvège avait gagné tous les relais sauf ceux des mondiaux et puis c'était Antols et Oberhof, je crois, où la France avait pris la première place aux mondiaux. Ouais. Ils ont déjà prévenu, ils ont annoncé la couleur qu'ils vont tenter de faire une française, vu qu'ils n'ont pas gagné les relais cette année, alors ils misent tout sur les mondiaux. Donc à voir. D'ailleurs, Aurélie, est-ce que pour les Norvégiens, les Français sont favoris? Oui, même avant même sans cette troisième victoire, hein, ils mettent les Français comme grand concurrent en tout cas. Et c'est sûr que là, après, si t'es pas favori quand tu restes invaincu sur la saison en relais, qui peut l'être quoi. Mais c'est certain que là, c'est plus. Alors, ça reste toujours question d'ego d'être devant la Suède, donc c'était quand même pénible d'être derrière la Suède pour ce relais-là à Ruhpolding. C'était ça qui était le plus douloureux, mais le grand concurrent au relais pour la Norvège, c'est les Français. Elle est française, c'est valable pour les femmes aussi. Il y a le match dans le match hein, pour Il y a le la match dans le Norvège. match, ouais. Mais c'est vrai que la Norvège, qui a fini finalement 4e seulement, c'est Ouais. quand même une sacrée C'est- contre-performance, Aurélie, pour les Norvégiens, avec Ah, Vebjørn ouais. Sohm qui avait fait quelques heures, 48 heures plus tôt, pardon, une victoire sur l'individuel. Là, il a fait une très grosse craquante. Apparemment, Ouais, Sohm, il mais a il peut-être était des pas soucis de santé. censé, ouais. Il était pas censé courir le relais en fait. Il était réserviste. En tout cas, c'est ça qu'il a dit en après-course. Et puis, il a des problèmes de douleur au dos. Il a des problèmes de restitution en fait. Il a comment dire en français, il a des problèmes en fait, il enchaîne trop. Il a besoin de repos, qu'il n'arrive pas à engranger assez de repos entre les courses et les entraînements. Et il commence à le sentir. Et en tout cas, il a très mal au dos. C'est ce il a dit aujourd'hui, ce qui peut expliquer ces deux mauvaises perfs après sa victoire. Et pour faire un point sur le globe, parce que finalement, la France fait une excellente opération. Alors, certes, grâce à sa victoire, mais aussi grâce à la 4e place de la Norvège. Forcément, les Norvégiens ont marqué beaucoup moins de points sur cette course-là. La France compte 65 points d'avance pour le globe du relais. Il ne reste que 2 courses. Donc, on se dit, si les Bleus ne font pas de bêtises, c'est un globe qui peut venir dans les mains des tricolores, ce qui pouvait paraître impensable avant le début de l'hiver, faut pas se mentir. Ça fait 7 années de suite que les Norvégiens gagnent ce globe. Donc ce serait quand même une très, très grande performance des Bleus. Et d'ailleurs aussi la conséquence, c'est aussi au classement des nations. La France est aussi en tête avec 150 points environ d'avance sur les Norvégiens. Ça aussi, ça paraissait encore plus impensable. Donc on vit quand même une saison assez particulière avec certes des Norvégiens très forts, mais qui ouvrent des portes, notamment sur les relais avec, donc on l'a dit, Sorum, Tariebeu aussi. Désolé Aurélie, faut le dire, mais Tariebeu Ouais, est je aussi sais. raté sur ce Ouais, relais. Donc je sais. c'est quand J'ai même, vu. oui, t'as vu, ouais. Mais bon, Il a tourné, mais il a tourné qu'une fois, lui, ça va. Mais ouais, on se rassure comme on peut, Aurélie. ouais. J'ai vu, j'étais là, j'étais devant ma télé. Ouais, Voilà. dommage. T'as souffert avec Tarier, mais en tout cas, c'est vrai Ouais. que c'est intéressant cette saison masculine. Les Norvégiens sont très forts, mais les Français s'engouffrent dans des portes et profitent des occasions et profitent même très bien, étant donc, je le disais, en tête des classements collectifs. Et ils sont donc désormais à 3-0 sur les relais masculins. Il y aura un 4e relais à Antols avant celui des mondiaux. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que les Norvégiens vont envoyer un signal fort avant Lanzarote ou est-ce que les Français vont continuer leur série de victoires? En tout cas, ce relais, on va l'attendre avec impatience encore une fois. Alors, pour parler encore des Français, alors il n'y a pas eu de triplé pour l'équipe de France, comme à Oberhof. Bon, on ne peut pas en avoir tous les jours, des triplés. Il y a des résultats quand même assez honorables. Alors, il n'y a pas eu des podiums à l'appel. Ils sont toujours quand même 4 dans les 8 premières places au général.
donc à la mi-saison en plus, hein, donc c'est quand même une très, très belle performance. Est-ce que vous pensez que justement ces 4 Français, donc Emilien Jacquelin, Éric Perrault, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet, peuvent rester dans ce top 10 jusqu'à la fin de l'hiver? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous? Bah, moi, oui, je pense que bah, Emilien et puis Eric, ils sont quand même assez hauts dans le classement pour que ça me semble quand même compliqué, sauf s'ils venaient à arrêter en mi-saison, enfin là, prochainement, de redescendre en dessous du top 10. Après, Quentin, je pense qu'aussi, il a l'air quand même assez, ouais, je pense que reste Fabien, bah, oui, je sais, ouais, non, si, je pense que si, moi, je les vois bien finir les 4 dans le top 10, ouais. Je vois pas pourquoi ils descendraient. Je vois pas qui derrière viendrait les presser, à part éventuellement Tarier, parce que c'est Tarier, mais sinon, non, moi je les vois bien tenir. Pareil ou pas, Cassandre? Bah ouais, pareil, là je regarde le classement et en effet, dans le top 10, il y a pas de raison qu'ils en sortent. Top 8, ouais, bah, je pense que Fabien Claude peut en effet être menacé par, Tarier-Beu. Mais Philippe Navrat, je pense pas que ce soit la plus grande, menace. Thomas Giacomel, il a fait un saut dans le classement, mais bon, pour l'instant, On va en c'est parler. Ouais. assez anecdotique dans le sens où c'était un sursaut, pour la Mastart plus qu'autre chose. Donc ils ont toute leur chance et je serais presque déçue finalement au vu de la saison. Je pensais pas dire ça en début de saison, mais je serais presque déçue s'ils sont pas dans le top 10, les 4 parce que c'est vraiment, bah, une équipe de France, incroyable qu'on a comme tu l'as dit, ils sont quasiment tous montés sur le podium. Enfin, c'est totalement fou donc ce serait totalement mérité et Mmh. Là aussi, pareil, même avis. Ouais, pareil, bah, Eric et Emilien, c'est sans aucun doute. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas non plus un écart de points énorme entre, bah, par exemple, Quentin et Navrat qui est 10e, enfin Quentin qui est 7e et Navrat qui est 10e, mais comme disait Cassandre, je ne vois pas Navrat menacer ni Fabien, ni encore moins Quentin. Après, voilà, à part Tarier, je pense que s'ils continuent d'être plutôt réguliers comme ils le font, il n'y a pas de raison, donc on y croit, quoi. Mmh. Je rappelle, on sait que tu apprécies beaucoup les biathlètes allemands, là. Ouais, là, c'est toi qui remets ça sur la table. Moi, j'avais pas encore fait de réflexion. Oui, mais bon, tu pensais peut-être un peu dans ta réflexion aussi, Non, Mila. non, 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 Mmh. pas du tout. D'ailleurs, pour les Allemands, si on doit en parler rapidement, c'est les week-ends se suivent et se ressemblent, hein, aussi, hein, malheureusement pour eux, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Heureusement qu'ils ont une belle équipe féminine, cet Ouais. hiver, les supporters, parce que chez les garçons, c'est complicado de ce côté-là. Bien alors, d'ailleurs on parle des Allemands, on va parler des athlètes étrangers. Alors je le disais, chez les Français, on a eu des belles premières, des beaux premiers podiums, mais aussi on a aussi eu des 2 grandes premières victoires aussi sur les 2 courses individuelles du week-end. Alors déjà sur l'individuel, donc Vebjørn Sørum, première victoire en coupe du monde, et aussi, alors tu en parlais Cassandre, de Giacomel, Tommaso Giacomel sur la Mass Start. Alors Giacomel qu'on n'avait pas du tout vu depuis le début de l'hiver et qui là, nous a sorti une course incroyable, sur la Mass Start de 20/20. Alors je vous ai peut-être d'ailleurs influencé sur votre choix d'ailleurs, parce que la question que je vous pose, c'est: quelle a été la victoire qui vous a le plus touché finalement? Qui vous a le plus marqué? Moi, c'est celle de Tommy, enfin de Giacomel, parce que bah, celle de Serum, en fait, j'étais même un peu presque surprise qu'il n'avait pas déjà gagné. Enfin, on l'a quand même vu beaucoup jouer devant quand même, quoi qu'il en soit. Donc bon, effectivement, il n'avait pas encore de victoire, mais honnêtement, on savait qu'elle allait arriver cette victoire-là. C'était juste une question un peu de temps. Alors que Giacomel, on l'a pas tellement vu cette saison, malgré sa belle saison la saison dernière. Donc c'est Mmh, celle qui m'a le mmh. plus surprise ou touchée. Ouais. Même si ce rhume qui pleurait après sa victoire, c'était chouette aussi. Voilà. Bah, c'est vrai que Mila, Giacomel, on l'attendait, on décevant depuis le début de saison. Les Italiens très décevants, même collectivement depuis le début de l'hiver, chez les dames, chez les hommes, avec en plus Lisa Itodi pas là. On a senti toute l'émotion, d'un athlète, mais aussi peut-être d'une nation, sur les épaules de Giacomel, sur la Mass Start. Ouais, alors après, tu l'attendais beaucoup surtout, n'oublions pas. Et enfin, C'est quoi ce ce préjugé là? non, non, mais c'est vrai que toi particulièrement, mais nous tous, on pensait vraiment qu'il allait. Moi, je pensais qu'il allait, par exemple, bah, beaucoup plus concurrencer Eric, par exemple, si on devait un peu faire une comparaison un peu des deux jeunes, on va dire, un peu prometteurs. Au final, il n'y a pas vraiment match avec Eric, donc finalement, bon, je suis quand même contente pour lui, sa petite victoire, au moins ça le réconforte par rapport
à, bah ouais, comme tu dis, une saison où les Italiens sont clairement absents. C'est un peu le seul, avec Vireur, les deux seuls qui peuvent un peu faire quelque chose. Et encore Vireur, on en a parlé, c'est quand même, ça reste compliqué. Mais non, c'est une belle course. En plus, moi, enfin, après c'est personnel, mais j'ai souvent plus de facilité à être touchée ou émue d'une course qui se joue en confrontation directe, où on a vraiment un côté, un vrai scénario où il peut se passer tellement de choses. Là où sur l'individuel, c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est un peu plus déstructuré, on va dire, mais un beau 20 sur 20, non, c'est une belle course, il y a rien à dire. Et puis, il avait l'air très satisfait et très content de cette victoire. D'ailleurs, c'est la première victoire non franco-norvégienne sur cette Incroyable. saison. Mm. Donc, Oui. c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte quand les courses passent, mais c'est vrai que finalement, oui, les victoires étaient partagées entre les Français et les Norvégiens. Et tu disais, Mila, pour rigoler, que j'attendais Tommaso Giacomel parce que dans les grosses cotes en début de saison, j'avais Bah mis. oui. Alors, faut être honnête, top 3 du général pour Giacomel. Ok, bon, c'est pas fini, hein, la saison n'est pas finie, mais j'y crois moyen. Mais aussi, en plus, Ouais. une petite victoire pour Giacomel cet hiver. Donc, ça passe, c'est validé. Et en plus, parfaite la journée de dimanche parce que j'avais aussi mis premier podium de la saison, enfin, premier podium de la carrière de Jeanne Richard. C'est validé aussi. Bien Donc, joué. j'ai passé un bon dimanche, les amis. C'est la Saint-Rome, hein, je pense, le dimanche 19 janvier. Ouais. Mais pourtant, normalement, c'est en février, mais c'est vrai que cette journée, je vais la retenir. Cassandre, par contre, alors toi, c'est le Norvégien, finalement. Oui, pour, pour une raison un peu similaire parce que on va se le dire, c'est ma grosse cote de la saison. Mais après, sinon aussi, parce que ok, on attendait cette victoire de Serum, mais personnellement, je l'attendais pas du tout sur un individuel. Heureusement qu'on m'a pas demandé de préciser sur quel type de course pour ma grosse cote, parce que j'aurais pas mis ça. Parce qu'il tourne à peu près à 80% de réussite au tir, donc je l'aurais plus attendu sur peut-être, je sais pas, une poursuite, une masse à la limite, enfin bref, mais pas en individuel, donc c'était quand même assez Ouais. étonnant. Et puis ça m'a touchée parce qu'il a doublé Emilien Claude, donc ça, c'était pas très chouette. Donc c'est pour ça que j'avais un peu plus de frustration finalement pour, pour la victoire de Soro. C'est vrai que, mais à ce moment-là, on se disait c'était pas forcément pour la victoire, on ne savait pas encore, mais oui, au final, ça s'est joué à une Bah, place pour Emilia Claude. C'est vrai que c'était une magnifique très victoire beau 20 pour. sur 20 aussi pour Mm. Serum, pour les deux Ouais. là, Giacomo Il me et semble Serum. que sa famille était sur place, qui a fait le déplacement vers Pauling. Donc forcément, pour Serum, c'était parfait hein, pour lui, hein, avec sa famille dans les tribunes. Donc c'était deux belles victoires qui nous ont touchés hein, pour ces deux athlètes. On va voir s'ils vont confirmer, pour notamment Giacomel, on va voir si ça va lancer sa saison officiellement. Pour l'Italien, on va attendre évidemment chez lui dans quelques jours à Antols. Pour parler des Norvégiens, on en a beaucoup parlé avec Jonas Bö en début de podcast, de débrief. Pour Antols, alors qu'est-ce qu'on fait, les amis? Parce que bon, il y aura forcément les frères Bö, il y aura Sorum Legrid, il y aura Vemont Sorum, il y aura normalement Martin Hulda. Alors, il était malade à Rupoling, mais logiquement, il sera à Antols. S'il est bien là, il y aura qui pour l'accompagner? Parce que, alors, à Rupo, bon, ils sont allés à 8 parce qu'il y avait une mass start, donc il y a possibilité d'être à plus de 6 finalement sur cette course des rois. Là, on va être sur des sprints poursuites, donc 6 athlètes au départ. Qui va accompagner ces 5 athlètes? Oui, c'est quoi ton prono? Ah, j'en sais rien. Je pense quand même que le Johannes Dahle a fait un meilleur week-end que Christiansen. Stroessheim, il me paraît un peu plus fébrile depuis qu'il a été malade, depuis qu'il est rentré. Physiquement, c'est compliqué hein, pour Stromstein depuis Ouais, plusieurs semaines. ouais, On sent qu'il est un peu au bout du rouleau. ouais, il est au bout, donc je vois pas trop pourquoi on miserait sur lui là tout de suite. Après, entre Johannes et Vetle Christiansen, je pense que c'est compliqué de choisir. Christiansen, finalement, ouais. C'est Je comme 20 pense qu'ils sur vont 20, prendre hein, Christiansen, hein, 20 sur des 20 20 au tir, sur mais 20, que ouais, mais, finalement, c'est 16e. Hein. C'est ouais, quand mais même sur la piste, elle a pas. pas fait, tu vois, c'est pas folichon. Bah oui. Donc, je pense qu'ils vont garder Johannes, mais moi, j'aurais préféré Vettel pour des raisons totalement subjectives, personnelles de préférence. Voilà. C'est Mais pas après, J'aime cool, bien, Aurélie. mais j'aime bien les deux. J'aimerais autant que les deux soient là, mais bon. Après, il faut voir si Serum règle ses problèmes de dos.
Oui. Enfin, Si je sais Hulda pas, hein. se Si sent Hulda bien. est de retour, ouais, voilà, donc à voir. Mais on va dire que si on part sur une bonne santé pour tous, en tout cas, sont tous Sur opérationnels un match, pour Antols, avantage peut-être Dalleux. je pense, ouais. Après, c'est vrai que pour Christiansen, c'est quand même un sacré coup dur, et même peut-être pour la Norvège au niveau du relais, parce qu'on sait que Christiansen, c'est un membre important du relais. Alors, on se souvient du relais des mondiaux de Nové Mesto, où bon, on pensait que c'était gagné, que finalement Christiansen a tout foutu en l'air, en plus pour les Suédois, la double peine pour les Norvégiens. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche plus les relais. C'est Mm, peut-être pour mm, ça, mm. il faut remettre Christiansen dans les relais Pour mettre les et ils vont clés, gagner. ouais. C'est sûr, après, je pense que pour aussi les coachs, les courses individuelles comptent aussi peut-être plus pour établir une sélection. Bah Ouais, oui. mais Oui. ouais, mais bon, Donc, ouais, et je sais pas. après, Enfin, Chris- est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter pour la suite de la carrière de Christiansen, même, j'ai envie de dire? ah Bon, j'en parlais ouais, tout à l'heure avec Johannes Bö, Taille Bö. Christiansen, c'est 32 ans, bientôt 33. Ça pousse derrière. Là, s'il n'est pas en Tols, ça risque d'être très compliqué désormais, hein. ah, c'est chaud, surtout qu'il y a, comme tu dis, ça arrive derrière. Et puis, mais comme quoi le biathlon, c'est quand même très très compliqué à pronostiquer d'une saison à l'autre, parce que Mm, 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 on mm. parle d'un athlète, on parle d'un athlète qui était quoi, troisième la saison 5e. dernière? Cinquième, pardon. Oui, parce 3e il y a qu'il avait 2 fait ans. aussi une mauvaise saison. Oui, il avait aussi fait un mauvais début de saison. C'est vrai, la Mm. saison dernière. Mais 5e quand même, hein. Mais cinquième quand même. Daley, il était combien lui? Il était troisième? Troisième, ouais, troisième. Ouais. Et puis cette Ouais. saison, ils sont même pas dans l'équipe A, on va dire. Ils sont relégués en IBU ou en réserviste. C'est quand même dur le sport, le sport de haut niveau, c'est cruel euh, d'une saison à l'autre, voire même d'une étape à l'autre. Mais effectivement, je pense que Christiansen, c'est pas non plus l'avenir du biathlon norvégien. Donc si s'il a plus l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire en équipe en Coupe du Monde, je sais pas quel est l'avenir. Enfin, je sais pas à quoi il peut espérer la saison prochaine. C'est vrai que ça se complique pour Christiansen. Et c'est vrai que à l'inverse de l'an dernier, où Rupoling il avait gagné, là, 16e, avec le 20 sur Ouais, 20. Est-ce que ça sera suffisant? Pas certain. ouais. Donc, alors, après, il y a son palmarès qui parle, la personne aussi, la personne en relais, le relayeur. Est-ce que ça sera suffisant aussi? Pas certain non plus. Donc, ça va être intéressant à voir de ce côté-là, au niveau des sélections. Mais c'est vrai que la sélection d'Antols, bah, clairement, nous donnait un gros indice pour la sélection des mondiaux. Donc, s'il n'est pas à Antols, Christiansen sera peut-être en IBU Cup pour les championnats d'Europe. Mais c'est vrai, S'il veut y aller, je suis même pas s'il veut y sûr. aller, mais à un moment donné, il va peut-être pas avoir le choix, Aurélie, s'il veut continuer à faire du Ouais, mais biathlon. l'année dernière, il a pas voulu, hein. Il a Oui, il dit a pas voulu le temps non, je d'une m'en étape voyais comme pas. en début de saison. Enfin, comme là, il l'a fait Ouais, en ouais, janvier. Mais après, il ouais, s'était mais tout de suite s'il veut. repris. Là, il s'est pas repris, on peut dire, avec cette 16e place. Donc là, Eh, il mais il a pourra pas peut-être pas finalement. envie. Oui, mais comment Ouais, ou il a tu peut-être. récupères après sa place au Coupe du Monde s'il veut Ah pas bah courir en non, début Cup? après, il arrête, mais je pense qu'il a peut-être pas envie de finir sa carrière en IBU. Peut-être qu'il se dit, voilà, si mon avenir la saison prochaine c'est l'IBU, alors je change Mmh. les skis, quoi. Après, il y a les Jeux Olympiques qui se pointent, donc peut-être qu'il va avoir cette force mentale, cette envie peut-être de se battre encore, Ah, enfin, une peut-être. préparation qui va, Après, voilà, c'est mais chaud c'est avec vrai que. les quotas norvégiens Ouais, pour les JO. Mmh, mmh, ouais. mmh, mmh. Ouais, C'est vrai, ça va c'est être vrai. Donc, compliqué. ça à suivre. Pour terminer sur les hommes, votre performance et contre-performance de cette semaine. Mila, ta perf. Alors ma perf, je voulais dire Emilien Claude, mais pareil, on en a déjà parlé. Sinon, je vais dire le laiton. Alors, je n'arrive pas à le prononcer du premier coup à chaque fois, je suis désolée. Rastorgueïev, ouais, bon voilà. Pastor Gouyev. Rastorgueïev, parce que un peu à l'image de Minkinen, bah en fait, enfin là en tout cas sur cette étape, il fait des bonnes perfs. Il fait 3 et 5, avec à chaque fois 2,19 sur 20. Même s'il ouais, il est plutôt loin au général quand même. Enfin, je pensais qu'il était un peu plus proche. En fait, il est que 19e. Donc voilà, Ouais. bonne perte du laiton. Et après, pour ma contre-perf, bah, honnêtement, même si je l'adore, je me sens un peu obligée de dire Johannes. Alors, ça peut paraître pareil, un peu anecdotique parce que bah, c'est quand même une course, je pense qu'il restera pas vraiment dans les annales, mais 85e sur l'individuel, plus le fait que voilà, il a quand même un peu voulu abandonner. C'est Emilien qui l'a un peu poussé à continuer sa course vu son niveau. C'est vrai que bah, on peut quand même appeler ça, je pense, une contre-perf. Donc, je dirais Johannes, mais bon, après, vu le contexte actuel et vu tout ce qu'on a appris le lendemain, bon, ça n'a pas trop d'importance. Sinon, après, voilà,
Jacqueline, voilà, aussi a été un petit peu en dessous, je trouve, de ses standards, notamment en termes de temps de ski, parce que pour le coup, il fait 2 fautes sur l'indiv et il fait que 19e. Enfin voilà, mais sinon voilà. D'ailleurs, pour être honnête, au début, pour le débrief, il y a quelques jours, je pensais faire un débat sur ce moment lunaire, on n'en a pas parlé, de Johannes Beu sur l'individuel. J'ai pensé à un moment donné, enfin, on comprenait rien du tout, avec Emilia Jacquelin finalement qui le motive pour continuer. Avec ce qu'on a Très, appris il y a très quelques étrange. jours, finalement, on a recentré le débat sur la carrière de Johannes et on comprend Bien peut-être mieux ce sûr. qui s'est passé. Mais c'est vrai que ce moment-là, on n'a pas tout compris, Ouais, c'est avec ce tir très étonnant. incroyable. Puis Johannes qui, je sais pas, il salue le public et après bon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête pas et c'est assez spécial. Mais il a bien fait, je trouve, quand même de continuer. Je trouve, pour l'image du dossard jaune, je trouve, c'est quand même bien, d'avoir continué la course, que je me dis, il y a quand même des athlètes Oui, qui terminent, puis souvent 60e, 80e, ils se battent jusqu'au bout. Bon, voilà, je trouve, voilà, pour l'image, je trouve, du dossard bleu, du dossard bleu jaune, pardon, du leader de la coupe du monde, c'est Bleu, quand même ouais, plus du dossard gris tricoté, Johannes Beu maintenant, c'est ça. et puis, ça nous a quand même donné un bon moment avec Emilien. Je trouve que c'était chouette aussi, de voir Emilien qui lui dit: «Non mais allez, tu le dossard Que ce soit jaune, Emilien qui on le a dise beau». en plus. C'est je De trouve la ça part Ouais, C'est d'Emilien, drôle. ouais. Mais il a avoué c'était enfin, lui-même que c'était un ouais. peu, un un peu peu culotté, ironique. disons. Un peu, ouais. Mais, ouais, non, c'était chouette. C'était un moment lunaire effectivement, très étrange, mais, moi j'ai trouvé que c'était un moment sympa finalement. On montrait que, bah, même les machines de guerre, comme Johannes, bah, finalement c'est des humains comme les autres qui ont peut-être Ouais. leur moment, ils ont pas envie. Ou ou Ils ont plus le jus. peut-être qu'il voulait arrêter à un moment donné parce qu'il avait pas fini son discours pour, annoncer sa retraite, donc il voulait être sûr Ouais, d'être prêt, d'être prêt pour midi, le samedi. c'est Non, je rigole, mais possible. ouais. Moi, tiens, Aurélie, allez, garde la main. Alors sur les Norvégiens, bon, on en a parlé, contre-perf, Alors heu, contre-perf, bah, je prends à la fois Johannes Dahle et puis, Vetle Christiansen parce que, bah, ils avaient quand même, le couteau entre les dents, la grosse épée, de sélection, au-dessus de la tête et ils ont pas réussi à concrétiser, à tourner ça en positif et à faire de belles perfs. Donc, ils mettent leur avenir en jeu. Donc pour moi, c'est eux qui ont perdu beaucoup, en tout cas sur ce week-end. Ils avaient beaucoup à gagner et ils ont perdu beaucoup. Et en perf, j'ai pris le Tchèque Hornig, qui a quand même fait enfin, je le connais pas très bien, j'avoue. Et puis qu'on a quand même joué devant très longtemps pour la Mastart. Il a juste pas réussi à tenir la pression sur son dernier tir. Et c'est dommage parce que il menait bien sa barque en fait jusqu'au dernier tir où il a fait 2 fautes. Mais bon, à suivre du coup. ça fait longtemps quand même, ouais, qu'on n'a pas vu de Tchèques, mis en évidence. Alors, il y a Rushmar aussi, qu'on voit quand même beaucoup moins, ces derniers temps, mais il y a Sessinger, Moravec aussi qu'on voyait quand même pas mal dans le top 10, il y a quelques années, qui ont pris leur retraite déjà, mais c'est vrai que, Horning, qui a fini 9e de la Mastart, 5e de l'individuel, ses 2 meilleures perfs en coupe du monde, si je dis pas de bêtises, oui, ses 2 premiers de top 10 et d'ailleurs sa 3e meilleure perf, c'était aussi cette saison, sur la Mastart de Kontiolahti, 15e. Donc, Donc ça ouais. promet pour Nové Mesto, ça peut être sympa. Ouais, bah, c'est dommage, ça aurait pu être 1 an plus tôt, Ouais, pour, ouais, mais bon, pour les on prend ce mondiaux, qu'on a, mais hein. oui, surtout pour la Ouais, la République tchèque avec Davidova qui est toujours pas là, donc ouais. c'est vrai et d'ailleurs, ça lui permet de rentrer dans le top 25 du classement général de la coupe du monde, 24e. Horning qui a 25 ans, donc voilà, qui est pas un jeune espoir, mais qui est quand même, assez jeune encore, qui a encore de belles, années devant lui. Cassandre? Oui, et bah du coup pour ma performance de la semaine, je vais mettre le relais allemand parce qu'ils font quand même podium. Alors bon, c'est peut-être plus dû à la contre-perf norvégienne, mais ils ont quand même tenu pour faire un Ils ont podium à saisi la maison. l'opportunité. Ouais. Voilà, donc à la maison, c'était un moment opportun pour le faire, donc tant mieux pour eux. Et la contre-perf, c'est un grand mot, mais je vais mettre sur l'Allegri dans l'individuel parce que bah, Je suis il a un d'accord. peu perdu l'occasion sur sa course normalement de prédilection. On sait qu'il est hyper fort en tir et que bah, justement individuel, ça le connaît bien. Et du coup, il a perdu l'occasion en faisant 16e alors que Johannes était totalement dans les choux. De reprendre pas mal de points sur Johannes, et sachant que là, il est quoi
une petite trentaine de points de 38 UNS, points. bah, il aurait. Combien 38? Ouais. Et ben ouais, il aurait pu carrément se rapprocher. Une 16e place, c'est 25 points, une victoire, c'est 90. Donc en gros, s'il gagnait, repasser devant. Alors bon, voilà, faut gagner. Mais le connaissant, et depuis le début de la saison, il nous fait que des top 3, top 6. C'est vraiment dommage et j'espère que bah, il le perd pas là, entre guillemets, son gros globe, parce que c'était vraiment une occasion qu'il a manqué en l'occurrence. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Cassandre. C'est vrai que c'est une opportunité en or pour ce tour-là de prendre de très gros points. Que USB soit pas dans les points, c'est quand même très rare. Donc, en plus, ce tour-là, tu le disais, sur son format. Faire qu'au 6e, ça reste très décevant et j'espère qu'il va pas le regretter à la fin de l'hiver, cet individuel, parce que ça peut lui coûter cher. Mais après, il a quand même repris quelques points quand même en plus sur la Mastart, mais au final, l'opération aurait pu être meilleure pour le Norvégien à Rupoling. Donc, l'écart est quand même très faible, 38 points. Tout est encore possible pour le gros globe entre ces deux Norvégiens. Bien, maintenant on va passer à l'EBU Cup. On a terminé avec la Coupe du Monde. On y reviendra pour le programme d'Antols. Donc l'EBU Cup, il y avait une 5e étape du côté de Bresno-Horsbly, en Slovaquie. Dernière étape avant les championnats d'Europe, qui auront lieu dans plus d'une semaine à Martel, en Italie. Donc le circuit B aura une semaine de repos avant d'attaquer l'événement phare du circuit B. Alors pour les performances françaises, en tout cas les performances féminines, je me trompe, je me spoil un peu parce qu'on a encore eu des très belles performances du côté de l'équipe de France. Alors pas de victoire par contre sur cette semaine-là, mais encore des podiums, et notamment avec Voldia Galmas-Paulin, qui ne s'arrête pas dans ce début d'année, qui avait déjà fait ses premiers podiums du côté d'Arber. Elle avait fait 2 fois 3e. Là, elle fait encore mieux, 2 fois 2e sur cette étape, sur l'individuel court et sur le sprint. 2 fois derrière des Norvégiennes, Caroline Erdal sur l'individuel court et derrière Marte Krakstad Johansen sur le sprint. D'ailleurs, Erdal qui a fait 3e sur le sprint dames, et c'est Merkushina qui a fait 3e pour compléter le podium sur l'individuel court. Et d'ailleurs, Voldia Galmas-Paulin, on a eu sa réaction. Je voulais faire un petit point avec elle sur ce début d'année. Donc je le disais, 4 podiums sur ce début d'année 2025. Voldia est très contente, mais aussi un peu surprise. Alors oui, je suis vraiment super satisfaite de mon début d'année. C'est vrai que j'ai commencé par une 4e place et là j'ai enchaîné 4 podiums, donc franchement je m'attendais vraiment pas à ça. Et ouais, c'est juste dingue. Donc ce début de saison est vraiment canon pour Voldia. Elle est désormais 2e au classement général, à 31 points seulement de Camille Benet, donc au général de l'EBU Cup. Alors Camille qui était malade, forfait pour la dernière étape, donc à Bresno-Horsbly. Mais bon, bah, les résultats sont là. 31 points seulement pour Voldia de Camille. Donc potentiellement le globe dans le visu pour la jeune française. Mais par contre, de ce que nous dit Voldia, ce n'est pas son objectif pour la fin de l'hiver, c'est plutôt les mondiaux juniors. Alors pour le classement général, c'est vrai que j'y ai pas encore trop pensé, mais voilà, pour l'instant je vais déjà me concentrer sur les Europes qui arrivent dans 2 semaines. Et puis aussi un de mes autres objectifs de l'hiver, c'est les championnats du monde junior. Et donc voilà, si je vais aux mondiaux, je risque de rater les 2 dernières étapes de l'EBU Cup parce qu'elles s'enchaînent directement après. Donc c'est trop compliqué de tout faire. Et donc voilà, je risque de reculer un peu en fin de saison dans ce classement général. Donc je pense que c'est pas spécialement mon objectif pour la suite de la saison. Donc pour Voldia, donc, elle le dit, c'est plus les mondiaux juniors. C'est un objectif déjà qu'elle nous avait confié en début de saison. On l'avait eu en interview quelques jours avant l'ouverture de l'EBU Cup. Et d'ailleurs, ce très bon début d'année pour Voldia, il y a se résume notamment au niveau du tir, comme elle nous le dit, au niveau d'un déclic qu'elle a pu trouver, notamment sur le tir debout. Ouais, c'est vrai que depuis ce début d'année, j'arrive mieux à gérer le tir. Je pense que pendant déjà les 2 semaines de la trêve de Noël, j'ai pu bien reprendre les choses au calme et tout ça. Et voilà, maintenant, j'arrive de mieux en mieux à voilà, gérer mentalement
mentalement de tir et je prends petit à petit confiance. Donc je pense que c'est grâce à ça que voilà, j'arrive à faire des podiums et voilà, pour l'instant, je gagne de la régularité, donc c'est vraiment cool. En tout cas, merci à Voldia pour ses réactions et qu'on retrouvera d'ici quelques jours à Martel pour les chemins d'Europe. Sinon, pour les autres françaises, on notera la 4e place de Sophie Chauveau sur individuel court. D'ailleurs, Sophie Chauveau, Cassandre, on a vu son post sur Instagram, un post assez Ouais. émouvant. Hein. Ouais, puis elle nous a fait peur, hein. Au début, Oui, on était là, oulala, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais ça va. Elle est juste super motivée pour continuer, donc pas de souci, on l'encourage et ouais. on a hâte de voir la suite. Ah, mais Sophie Chauveau, ouais, très émue parce que déjà, elle remplit pas ses objectifs. Hein, il y a un IBU Cup, donc déjà, c'est très décevant. Et apparemment, elle a reçu aussi elle a reçu pas mal de messages haineux depuis le début de l'hiver. Malheureusement, est-ce qu'on est Incroyable. surpris par ça? Ouais. Non, j'ai envie de vous dire, hein, c'est Mm. le lot de tous les athlètes maintenant. C'est assez terrible de se dire ça, mais malheureusement, c'est ça. Et en tout cas, elle a reçu beaucoup de messages de soutien après cela. Donc, ça fait chaud au cœur. En tout cas, on sait que dans l'équipe, on soutient beaucoup Sophie, on ne se le cache pas. Donc, on espère que pour elle, cette fin de saison va être très très belle et pourquoi pas un retour en Coupe du Monde. En tout cas, il faudra forcément passer par des grosses performances en début Cup, notamment face aux athlètes françaises, avec cette densité assez exceptionnelle. Et sinon, pour revenir aux autres françaises, on parlera aussi de Léonie Janier, qui est de retour sur les BU Cup cette semaine et qui a signé sa meilleure performance sur le sprint en prenant la 12e place. Donc, à noter. Et Amandine Mangin un peu plus en retrait, 6e de l'individuel court et 13e du sprint. Donc, ça reste quand même des très belles performances, forcément moins bonnes que son premier week-end incroyable à Harbour il y a quelques jours. Mais c'est toujours de très belles performances pour les Bleus. Et à noter donc, le forfait donc, de Camille Benet et de Gilles Guigona aussi. Les deux athlètes qui étaient en chambre ensemble. Donc, ça explique pourquoi elles sont toutes les deux malades. Et forfait donc, en Slovaquie. Et on va les retrouver logiquement d'ici quelques jours à Martel. Du côté des hommes, je pense que ça nous fait tous plaisir, notamment, n'est-ce pas Aurélie? C'est la victoire de Sivet Bakken Oui, de retour 2 ans après. On se oui, souvient, il a eu des problèmes de santé, il avait gagné la Master d'Oslo il y a 2 ans, il y a même 3 ans quasiment et des oui. soucis cardiaques et là, il a gagné en IBU Cup. Bon, c'est sympa, même si c'est un Norvégien, certes, ils n'ont pas besoin de victoire, mais en tout cas, Oui, mais c'est sympa de voir un athlète qui a eu des gros soucis revenir en forme. Enfin, à mmh, titre personnel, qu'importe la nation, enfin, ça faisait quand même de la peine. Il était très très prometteur. Comme tu disais, il avait gagné la Mastart à la surprise générale. Et puis en fait, après, il a eu des soucis chroniques de mmh, mmh, mmh. maladie, quoi. Donc c'est quand même chouette de le voir revenir à un niveau plus plus performant. Et après, il avait terminé devant vers Aspenes et Isaac Frey, donc un triplé norvégien sur cet individuel court. Premier français, c'était Gaëtan Paturel, 6e. Et sur donc, le sprint homme, victoire d'Isaac Frey, le leader de l'IBU Cup, large leader, plus de 250 points environ d'avance sur Bakken, qui est désormais 2e du général, et Botton qui est absent depuis le début de l'année, qui n'est pas en forme et qui est descendu à la 4e place. On notera quand même la 2e place de l'Autrichien Fabian Müller. Donc, on était habitué au triplé, quadruplé, quintuplé. Là, on n'a qu'une première place. Bon, on a quand même la 3e place de Bakken sur le sprint homme quand même. Et la belle 4e place d'Oscar Lombardo. Ça fait quand même plaisir aussi, cette place du Jurassien, qui n'était pas là en début d'année parce qu'il s'est fait opérer du syndrome des loges durant les fêtes de Noël. Et il revient dès cette 2e étape de l'année en étant 4e avec un très bon temps de ski. Donc, ça fait très plaisir pour Oscar qui vit forcément une saison un peu compliquée. Lui qui s'est entraîné toute la préparation estivale avec le groupe A. Donc, pour Oscar, ça a quand même une belle 4e place pour lui. Et cette étape de Bresnor-Bliss s'est terminée par des relais mixtes, tous remportés par la Norvège. Voilà. Il manquait de victoires un peu les Norvégiens, donc on leur donne un petit peu encore des victoires pour terminer cette étape. Et les Français ont terminé 4e et 5e. Donc, fin un peu décevante pour les Bleus, mais maintenant pour les Bleus de l'équipe de France B, du circuit B, on se projette, comme je le disais, donc sur les championnats d'Europe de Martel qui ont lieu du 29 janvier au 2 février. Cette semaine, il y avait aussi la Junior Cup. Il n'y avait pas de Français par contre. Vous pouvez retrouver évidemment les résultats sur notre site internet.
Par contre, il y aura les Français d'ici quelques jours à Altenberg, en Allemagne, pour les championnats d'Europe junior. Ça commence dès mercredi, donc ça va être à suivre avec notamment Anel Bandou en chef de file de cette équipe de France. On fera évidemment un point des résultats sur le prochain épisode. Et il y a aussi actuellement, c'est pas terminé par contre, les Jeux mondiaux universitaires à Turin, donc en Italie. Et pour le moment, on a une médaille, et en or, on ne fait pas semblant, autant prendre l'or quand on a une médaille. C'est Noémie Raymonnet sur Indy Velcourt, donc une belle médaille de la française. Et ces Jeux mondiaux universitaires, donc on n'a que des étudiants qui participent à cet événement, se conclut par des poursuites et des mass starts lundi et mercredi de cette semaine. Donc voilà pour le point complet des résultats, et vous pourrez trouver évidemment tout ça sur notre site internet. Et donc, on revient un peu à la Coupe du Monde. Cassandre, avec Oui. cette dernière étape avant les mondiaux, hautement importante, et bon, ce cadre incroyable, de les Dolomites, Antols, qui commence donc dès jeudi, Cassandre, avec quelle course? C'est ça, ouais, c'est la dernière ligne droite. Et puis aussi, c'est le site qui accueillera les JO. Donc, double Oui, importance. répétition. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir sur ce site, ils ont refait la ligne d'arrivée, l'aire d'arrivée, pardon. Ouais. Maintenant, on va passer derrière le pas de tir, donc ça va être aussi intéressant à voir, et ce que ça change, parce qu'on sait que généralement, quand l'athlète arrivait en tête sur le stade, il gagnait. Là, on va voir si ça change ou pas avec cette nouvelle configuration d'arrivée pour Antols. Mais allez, vas-y, Cassandre, je t'ai coupé la parole. Qu'est-ce qu'on a le 23 janvier, jeudi? Et jeudi, on commence avec le sprint femmes à 14h30 et on enchaîne donc le lendemain, le vendredi 24 janvier à 14h30, toujours avec le sprint homme. Samedi à 13h, on aura la poursuite féminine, puis à 14h55, le relais homme. Et enfin, le dimanche, on fera l'inverse, midi 5, relais femmes, et 14h45, poursuite homme. Voilà, dernière course, donc je le disais, avant les championnats du monde de Lenzerheide. Des courses très importantes pour prendre la confiance. On pense notamment à Justine Moisaboucher et Julia Simon du côté de l'équipe de France. On sait que Julia Simon avait pris le plein de confiance justement l'an dernier dans les Dolomites. On espère que ce sera la même encore cette année pour elle, et aussi pour Justine. On sait que les Français performent plutôt bien en Tols, mais bon, je crois qu'ils performent un peu partout très bien cette saison. Donc on peut encore s'attendre à de très belles performances du côté de l'équipe de France. Et on a hâte de cette étape, de cette 6e étape, et évidemment, vous aurez le débrief à la suite. Bien, bon, Mila, Cassandre, Aurélie, on a fait le tour de toute l'actualité du biathlon. On a fait le tour. Je pense, oui. Ouais, on a bien fait le tour de cette étape. C'était un plaisir encore d'être avec vous trois. Merci à toutes les trois, d'ailleurs, d'avoir été là, de m'avoir accompagné durant cet épisode. On se dit d'ici quelques jours, c'est ça? Je ne sais pas si vous serez toutes les trois là, mais peut-être toi, Aurélie. Aurélie, tu enchaînes tous les épisodes depuis le début de la... Oui. Est-ce que tu seras là? Est-ce que tu vas faire l'impasse? Ça va être le suspense. Ça sera, On verra. vous aurez la réponse d'ici une semaine. Cassandre, Mila vont aussi défendre leur place. Il y a aussi du suspense au sein de l'équipe de Biathlon Live. Ça se bat aussi à tous les étages. On est souvent trois. On forme une équipe de podcast, d'épisodes. Moi, en tout cas, tous les épisodes que j'ai fait, c'était avec Aurélie et Cassandre quasiment. Donc est-ce qu'on va changer l'équipe Est-ce qu'on va changer gagnante. cette équipe-là? Gagnante, je ne sais pas. Ça, c'est aux gens de Si. juger. Si, ok, bon. Après, Si. oui, de toute façon, tu es gagnante dans tous les cas, étant donné que tu as fait tous les épisodes. Donc, c'est vrai. Voilà, mais on verra ça. On verra de qui je Tous serai accompagné ne se valent pas. d'ici quelques jours. Évidemment, chacun a ses qualités et ses défauts. Voilà, je vous laisse juger les qualités et défauts de chacun. Bon, merci encore à toutes les trois. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir évidemment à tout ce qu'on a évoqué durant cet épisode. Évidemment, sur Johannes Beu, cette émotion, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette retraite prématurée du Norvégien. Merci à tous. Encore merci à Aurélie, Mila et Cassandre. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Ciao. Salut.